pour vos efforts. Et vos efforts, ce sont des espoirs de nous, les handicapés, et de tous les Sahraouis. Merci. Quiero agradecer el esfuerzo que ha desarrollado, señor Deber, porque esos esfuerzos son la esperanza tanto de aquellos que padecemos una discapacidad como de todo el pueblo saharaui. Bien, Gilles, cuando quieras ya. Entiendo que traduce ahora el equipo de traducción, ¿no? Je parle donc avec la traduction. Je voudrais d'abord vous dire à quel point je suis touché par ces remerciements. Et j'ai appris au fil de ces années à un peu comprendre le peuple sahraoui. Et je vois que vous avez une vie interne, des valeurs que je trouve vraiment qui m'impressionnent. Et c'est une immense fierté que de pouvoir prendre la parole en disant « Je plaide pour le peuple sahraoui ». Et j'ai un immense respect pour les soldats qui ont été combattants et les soldats qui respectent le cessez-le-feu. Et j'ai un immense respect pour les dirigeants politiques qui, quelle que soit la force des adversaires, restent sur le combat des idées. Et je n'aurais jamais rien pu faire si nous n'avions pas eu toujours, et depuis 6 ans, une excellente qualité de travail avec les dirigeants politiques. En tout cas, dès qu'il y aura besoin, on continuera. Et il n'y a que la victoire qui est belle. Pour ce qui est des étiquettes, alors je réponds rapidement, on pourra poursuivre la discussion plus loin, mais pour ce qui est des étiquettes, la première chose est que nous avons refusé la généralisation des étiquettes d'origine, telles que les Palestiniens l'ont hélas accepté, parce que dire on crée une étiquette produit du Sahara occidental est une manière de légaliser et de permettre la poursuite de la colonisation. Et je travaille beaucoup avec les Palestiniens et ils se rendent compte maintenant combien ça a été une erreur d'accepter un étiquetage spécial. Ce n'est pas une question d'étiquetage, c'est une question de souveraineté. Et la souveraineté, elle n'est pas à vendre. La deuxième chose, sur le plan pratique, qu'est-ce que l'on peut faire? Il y a des choses qui ne peuvent être faites qu'en droit espagnol, donc à voir avec les avocats espagnols. Quelques-uns étaient là, on en a rencontré hier, je crois qu'on en rencontre ce soir. Chacun sait que tout le travail qui a pu être fait pour connaître la cause sahraoui, il ne m'appartient pas. Il appartient au peuple sahraoui, et tout avocat qui me demande des renseignements, il a une coopération immédiate. Et il y a des procédures pénales à faire pour tromperie, en droit français, mais il y a certainement la même chose en Espagne, pour tromperie, mais tromperie sur l'origine, et particulièrement pour les produits agricoles. Voilà, quand on achète quelque chose, savoir quelle est l'origine, ça compte. Hein, bon. Et donc il y a une procédure pénale pour tromperie, mais il y aurait également des procédures pour interdiction de débarquement parce que le produit est illégal depuis les arrêts de 2016 et de 2017. Voilà. Donc ça, ce sont des choses techniques à voir avec les avocats. Ensuite, le troisième point, c'est qu'il est extrêmement important de faire remonter par vos délégations, vu qu'il faut centraliser les mécanismes, tout ce genre d'informations qui nous sont extrêmement utiles quand nous sommes à Bruxelles, en train de montrer mécaniquement ce que c'est que la colonisation.
Voilà, j'ai reçu des documents qui viennent d'Italie, où on a un produit qui vient de l'Aïoun, Maroc, voilà, avec toute la description du produit. Et évidemment, ça, ce sont des atouts considérables quand ensuite vous discutez avec les personnes. Donc, je vois qu'il y a un centre très important de décision, très important pour les Sahraouis aux Canaries, mais il y a un autre centre très important à Bruxelles. Et beaucoup de choses se passent là-bas. Donc, tout ne se passe pas par les procès, et toutes les informations que vous les avez, faites centraliser par les délégations qui nous les transmettent, on saura les utiliser. Ensuite, les procédures pour faire respecter les décisions de justice. Il y a beaucoup. Pour nous, la première procédure, c'est le contact direct avec la Commission européenne et les parlementaires européens. Je dis que c'est la première procédure d'exécution. Pourquoi ? Parce qu'on a vu, surtout chez les parlementaires, avec qui on a une discussion plus facile, qu'il y a un passage qui a eu lieu. Auparavant, c'était est-ce qu'on est pro-Sahraoui ou est-ce qu'on est pro-Maroc ? Bon. Et maintenant, on voit nombre de parlementaires qui changent de point de vue et qui disent « je ne suis pas pro-Sahraoui, je ne suis pas pro-Maroc, mais j'ai l'obligation d'appliquer la décision de justice ». Et chaque fois qu'on prend la parole là-bas, c'est pour insister en disant il n'y a plus à revenir sur la question, c'est l'application d'une décision de justice. Voilà. Donc la négociation directe sur cette base-là, elle nous fait beaucoup progresser. Et quand je vois la vice-présidente du comité de pêche qui dit qu'il faut discuter directement un accord de pêche avec le Front Polisario, c'est quand même la vice-présidente du comité de pêche, elle le fait en disant il y a une décision de justice, il faut l'appliquer. On sait qu'à l'intérieur de la commission, il y a des divergences, avec des personnes qui contiennent de soutenir à coûte que coûte l'allié marocain, et d'autres qui disent qu'il faut en finir, l'Europe a autre chose à faire, la justice s'est prononcée, on applique. Donc voilà, le premier point, c'est la discussion. Après, on a toute une série de procédures qui peuvent être faites. Il y a des procédures pénales, et j'ai expliqué que les entreprises qui financent la colonisation, qui financent l'occupation militaire, qui financent la détention arbitraire, sont complices de crimes de guerre. Donc ils vont certainement réagir à la perspective qu'il y ait des plaintes devant la Cour pénale internationale, et nous le ferons s'il y a besoin. Il y a également des procédures civiles pour bloquer les cargaisons. On l'avait fait pour le phosphate. S'il y a des bateaux qui continuent à pêcher, on surveillera les trajectoires, on fera bloquer une cargaison. On ne peut pas toutes les faire, on n'a pas tous les moyens de tout faire, mais on agit sur ce plan. On a également un procès qui est engagé par des amis, vu que le Front Polisario n'a pas à tout supporter sur ses épaules. Et je parle des syndicats agricoles français, la Confédération Paysanne, Espagne, la COAG, qui se réunissent, et on aura bientôt un syndicat italien, sur l'exportation des tomates cerises depuis Darla. Voilà, donc c'est un procès qui est fait devant le tribunal, et c'est le syndicat qui défend les intérêts des agriculteurs en disant nous sommes ruinés par cette concurrence illégale. Voilà. Donc vous voyez, il y a beaucoup de choses, mais je dirais qu'à tout moment, on appuie. J'ai dit qu'on faisait les procès là où ça fait mal, et on cherche là où ça fait le plus mal. Et on cherche à humilier la Commission, on cherche à humilier les groupes puissants. Parce que nos humiliations, nous, elles résultent de décisions de justice équitables, elles ne résultent pas de la torture. Donc on n'a pas de mal à dire cela. Ils sont fautifs, on les fait condamner par les tribunaux. Mais à tout moment, on a un œil sur la perspective politique et on peut accélérer les procès ou les ralentir, vu que la seule chose qui compte, c'est les négociations directes. Voilà. Ensuite, pour ce qui est de l'indemnisation, le dernier point, sur les 42 ans, il va de soi qu'on n'a pas de prise là-dessus. Il n'en reste pas moins que nous avons dit qu'il y aura des procès en indemnisation. Et il résulte ces procès de manière technique des 2 jugements qui ont été rendus par la Cour de justice. Si vous regardez l'accord de pêche, c'est encore plus net. La Cour dit qu'il n'y a pas lieu d'annuler l'accord de pêche, parce que selon le droit européen, l'accord de pêche ne s'applique qu'au territoire du Maroc, donc le territoire historique. Donc juridiquement, l'accord n'a jamais pu s'appliquer de l'autre côté. Bon. Donc on sait quand même, et les juges le savent très bien, parce qu'ils ont dit eux-mêmes qu'il y avait 92% de la pêche
qui étaient dans les eaux sahraouis, ils savent très bien qu'il y a une activité européenne sur les territoires. Alors les gens disent, mais ils n'ont pas vu, pourquoi ils n'ont pas annulé? Non, parce que la Cour, elle dit, tu as signé un accord avec le Maroc, il ne sera valable que sur le territoire du Maroc. Comprenez aussi que la Cour, elle a d'autres affaires frontalières ou d'autres litiges ou d'autres luttes. Et donc, elle doit avoir un principe qu'elle peut appliquer de partout. Donc, elle dit, nous, le territoire, c'est le territoire. De l'autre côté, est-ce qu'il n'y a pas d'activité? Si, il y a une activité européenne. Mais c'est une activité européenne qui n'a pas de cadre légal, vu que l'accord ne s'applique pas. Donc, vu que ce n'est pas légal, c'est illégal. Et vu que c'est illégal et que ça cause un dommage, s'engage la responsabilité. Et donc, sans faire de théorie juridique, même si pour moi c'est un bonheur, vous avez la complémentarité du recours en légalité, qu'est-ce qui est légal et qu'est-ce qui est illégal. Et bien, ce qui n'est pas légal est complété par le recours en responsabilité, donc tous les dommages qui sont causés. Voilà. Donc, dans l'immédiat, on a demandé le gel du versement des droits de pêche qui ne peuvent plus aller au trésor public marocain. On a demandé le gel immédiat. On va essayer de faire des procédures pour faire bloquer ce paiement. On a déposé cette plainte grâce aux parlementaires pour détournement de fonds publics. Et j'ai assez d'éléments pour dire que nous allons engager un recours en responsabilité pour le dommage causé sur la question de pêche au peuple sahraoui. Donc le recours en responsabilité vient compléter le recours en légalité. Pregunta sobre la Unión Africana y la posición de Marruecos. Se sabe que Marruecos se retiró de la Unión Africana en la organización de la Unidad Africana, en la COCA, su nombre, porque la Unión Africana ha admitido a la República Saharaui como miembro de derecho y boicotó la Unión Africana durante 33 años. En 2017, Marruecos ha sido obligado de pedir su integración, su admisión como miembro de la nueva organización creada. Y hay que subrayar que la República Saharaui es miembro fundador de la Unión Africana. Pidió integrar esta organización y la organización lo aceptó, pero sobre la base de las condiciones de la Unión Africana y sobre todo los elementos del acto constitutivo de la Unión Africana, el principio de respeto a las fronteras herederas de la descolonización. Así que Marruecos tuvo que votar por su parlamento este principio, que es respetar las fronteras herederas de la descolonización, lo que excluye el Sáhara Occidental del territorio marroquí. Ahora la Unión Africana está aceptando los dos miembros, la República Saharaui y Marruecos, sentados en la misma sala, con los mismos derechos y las mismas obligaciones. Hemos participado conjuntamente en la cumbre de asociación con Japón en Maputo, a pesar de las protestas de Marruecos, y luego en la cumbre de asociación entre la Unión Europea por primera vez y la Unión Africana en Abidjan. Y se ha visto la foto del líder saharaui con el presidente Macron, con Rajoy y con el rey de Marruecos. Así que para la Unión Africana el problema está resuelto. Se trata de dos estados miembros de la Unión Africana. Y la pregunta, ¿por qué Dios, Europa, no sigue la vía que ha sido trazada por la Unión Africana? El conflicto es un conflicto africano. El Sáhara Occidental apartiene a África. Así que, más que la sentencia del tribunal, hay la posición de la Unión Africana. Es realmente el momento idóneo para que la Unión Europea cambie de política hacia el Sáhara Occidental y apoye la decisión de la Unión Africana. Aquí, hoy día, en la Unión Africana, nadie puede está en contra, está poniendo en cuestión la pertenencia de la República Saharaui en la Unión Africana. Por cierto, Marruecos sigue teniendo sus amigos, pero la posición de la Unión Africana, la posición de la Unión Africana expresada en la última cumbre de enero 2018 en su resolución
pidiendo negociaciones entre los dos estados, entre la República Saharaui y Marruecos, para llegar a una solución definitiva al conflicto. No sé si hay alguna pregunta, habría alguna pregunta más, otra aquí, de acuerdo, y ya con este bloque de preguntas cerramos el acto. Por favor. Me gustaría preguntar qué fórmulas tenemos para proteger a este hombre, porque tengamos en cuenta que ese hombre ha logrado casi lo imposible. Por tanto, a partir de ese momento, este hombre es objetivo número uno de los enemigos del pueblo saharaui. ¿Qué mecanismos tenemos para la protección de este ser humano? Este es la vida ante semejante violencia. ¿Quién le responde? Je me sens protégé par la solidarité. Bien, se siente protegido por la solidaridad. ¿Había una pregunta atrás, por favor? Sí, ya, primero. Nada, buenos días. Quería agradecer al señor Gilbert y quería preguntar qué se haría con el dinero que ganaríamos si nosotros gestionáramos la economía del pescado. ¿Qué se haría con ese dinero? Por favor. La verdad que ha sido una noticia estupenda. Tal vez ha pasado el tiempo, bastante tiempo, pero bueno, son pasos que van dando todo el pueblo saharaui, encabezado a nivel jurídico, prestigioso ser humano y la verdad. Aquí tan culpable es el que mata la vaca como el que le sujeta la vaca. Si no tenemos en cuenta que la mediana ya de limitar respetando la soberanía del pueblo saharaui y no con Marruecos y España como se hizo en la Real Alcázar de Sevilla en el 2006 a través de la equidad, perjudicando al pueblo saharaui o pretendiendo perjudicar las fronteras con el pueblo saharaui para beneficio solo de Marruecos y de intereses capitalistas españoles, donde son culpables todos los gobiernos españoles que no han que Zapatero, Aznar, el que tenemos, el que se fue, y el gobierno canario, al delimitar las fronteras o permitir que se delimite la frontera marítima al este, Lanzarote y Fuerteventura a través de la equidad y no de la equidistancia donde tendrían que actuar tres potencias, Marruecos, Canarias y el Sáhara. Y si Canarias no se espabila y se respeta lo que fue aprobado en sesión plenaria por todas las instituciones canarias, que es exigir la plena autonomía interna, nos veremos nosotros, el pueblo canario, el día de mañana con un turbante marroquí, si no defendemos primero al pueblo saharaui para marcar la mediana a través de su soberanía y la nuestra, y dejar de ser entre islas, espacios marítimos internacionales, hoy y mañana por hechos consumados marroquíes. O nos unimos todos defendiendo al pueblo saharaui y defendemos los derechos del pueblo canario, pues la vamos a cagar, pero bien y bien cagada. Bien, muchas gracias. Con esto se cierra el turno de preguntas, damos paso a la intervención de Giles y luego cerrará el acto en Hamid. No quiere hacer son comentarios, no hay pregunta, por tanto no hay respuesta. Simplemente reiterar el agradecimiento. Sí, tú vas a cerrar el acto. Reiterar el agradecimiento a Michelle Laguna por acoger a estos dos ponentes de lujo por un tema que nos concierne, por razones que ya se han enumerado aquí. Y cierra el acto Ahmed como, en fin, representante del Polisario, que también quiere decir algunas palabras respecto a los comentarios y también respecto a Michelle Laguna. De manera breve, quiero decir que en lo que concierne los fondos, tanto los del barco de fosfato en Sudáfrica, eventualmente por la pesca,
Esos fondos se van a utilizar exclusivamente para otros recursos, para proteger los recursos naturales del Sahara Occidental del saqueo, exclusivamente para los tribunales, para defender los derechos del pueblo saharaui. No se van a utilizar de otra manera, exclusivamente para esto, para recursos, para tribunales contra lo que están ayudando la ocupación marroquí por aire, por tierra o por mar, delante de los tribunales. Ahora tenemos nueva herramienta, tenemos una nueva herramienta, digo, con esas sentencias del Tribunal Europeo, y los vamos a utilizar y el dinero de los fondos serán utilizados en este marco. En cuanto a la delimitación de la zona económica exclusiva, acabo de decir que es realmente anormal que hasta ahora no se hayan delimitado esas aguas, y que el Polisario, la RAF, están dispuestos a entablar negociaciones. Ya hemos presentado, se ha enviado en marzo de 2016 nuestra decisión en este marco al Secretario General de Naciones Unidas, como nuestro Parlamento ya ha adoptado una resolución en este marco, la de determinar la zona exclusiva económica del Sahara Occidental. Y estamos abiertos, y realmente, como decía, eso hace parte de las consecuencias de ese conflicto, de la no solución del conflicto, y que la solución del conflicto aportará más beneficio no solamente para el pueblo saharaui, pero también a Canarias, a España y a todos los pueblos de la región. Para terminar, quería agradecer la Universidad de La Laguna, la facultad y a todos los que han participado en la organización de esta jornada, de esta conferencia, y bien entendido a los estudiantes que participan con nosotros, a miembros de la comunidad saharaui que están aquí, y a los responsables. Muchísimas gracias a todos por su presencia. Y también A los traductores, a los intérpretes. Bueno,